Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Pèlerinage marial de Popenguine. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est rendu ce samedi dans la cité religieuse. Sur place, il a été accueilli par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, à qui il a réitéré le soutien de l'État. Dans ce journal, une large fenêtre est consacrée à cet événement religieux. Nous serons en direct avec nos équipes sur place. Après Popenguine, le chef de l'État s'est rendu au CICES où se déroule la FIARA, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, se tient cette année sous le thème « Le défi de la souveraineté alimentaire face au changement climatique ». Également dans l'actualité, la mise en service du bus Rapid Transit, 72 heures après le top départ. Les gares refusent du monde. Combien de passagers ont été transportés? Les tarifs. Les gares non encore desservies. On en parle avec Tcherno Birahim Aou, le directeur général du CETUD, et notre invité ce soir. Et puis nous irons au Maroc pour le Festival international du cinéma africain de Khouribga. Les projections de films se poursuivent. Les réalisateurs, vous allez le voir, rivalisent de créativité. Reportage de nos envoyés spéciaux à suivre. Le président de la République, accompagné d'une de ses épouses, la première dame Absa Faye, a rendu ce samedi une visite de courtoisie à l'archevêque de Dakar à Popenguine, dans la cité religieuse. La communauté catholique, vous le savez, prépare le 136e pèlerinage marial, occasion pour le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de réaffirmer son engagement et son soutien dans la réalisation des projets prioritaires. Il a par ailleurs sollicité des prières pour un Sénégal de paix, de cohésion et de prospérité à Aboubakry Kane. Le déplacement du président de la République à Popenguine est l'expression d'un engagement renouvelé à soutenir les valeurs spirituelles et culturelles qui fondent le Sénégal. Une démarche républicaine saluée par le chef de l'Église dans ce cadre somptueux du nouveau sanctuaire marial de Popenguine. Monsieur le Président de la République, recevez nos hommages déférents et reconnaissants. Nous voici donc sur les lieux qui offrent de nombreux avantages en termes d'espace, d'aération et de projection en vue du futur. Monsieur le Président de la République, nous vous remercions vivement pour votre déplacement sur les lieux qui témoigne de votre estime et de votre volonté de parachever l'œuvre entreprise par votre prédécesseur dans la continuité de l'État. Les pèlerins qui se rassembleront ici, ces jours-ci, à l'occasion de la 136e édition du pèlerinage à Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, ne manqueront pas de prier spécialement pour vous et pour la réussite de votre mission à la tête de l'État du Sénégal, sans oublier vos intentions particulières. Dans ce lieu spirituel plein de symboles, l'occasion a été saisie par le président Bassirou Diomaye Faye, accompagné de la première dame Absa Faye, de s'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour que le 136e pèlerinage marial de Popenguine soit une réussite. Monseigneur, je viens ici en témoignage à la reconnaissance que j'ai pour la communauté catholique. Je viens ici à ma qualité aussi, et principalement de président de la République, soucieux des conditions dans lesquelles la forte communauté qui se déplace ici accomplit le rituel annuel du pèlerinage marial de Popenguine. Je viens aussi pour constater et apprendre avec vous tout ce qui doit être fait et tout ce qui reste à faire, et qu'ensemble nous puissions identifier les priorités du moment. Placé sous le thème « Marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix », le pèlerinage marial vient clôturer, à travers la Pentecôte, un cycle de grande spiritualité appelé le Carême, les fêtes de Pâques et de l'Ascension. Une période de forte spiritualité, mais une période aussi
qui consacre au Sénégal un événement central où des milliers de fidèles viennent communier, où des milliers de fidèles viennent partager des moments de ferveur spirituelle et de solidarité qui sont essentiels pour le devenir de notre nation. Le sanctuaire, construit sur une superficie de 20 800 mètres carrés, offre pas moins de 30 500 places assises. En ce lieu où l'on se sent en communion avec la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, des prières seront formulées pour célébrer la Pentecôte. Le chef de l'État souhaite que celle-ci contribue à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir l'unité dans la diversité au sein de la nation, fondement même de notre vivre ensemble. Cette diversité que nous considérons comme une force et que nous donnons en exemple au monde entier doit être entretenue par l'engagement soutenu de l'État aux côtés de la communauté chrétienne. Parce qu'en ce lieu, Notre-Dame de la Délivrande, qui est célébrée, nous offre un merveilleux exemple par les valeurs universelles qu'elle incarne dans un modèle de vertu, d'amour, de compassion et de pardon. Toutes choses dont nous avons besoin aujourd'hui au Sénégal pour refonder notre vivre ensemble. Veuillez prier pour le Sénégal, pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, un Sénégal de prospérité. Prière pour que ce lieu de spiritualité soit une source intarissable de dons de Dieu. Après Popenguine, le président de la République a visité ce samedi les stands de la FIARA 2024, un rendez-vous annuel pour les acteurs de l'agriculture et de l'élevage, une plateforme salutaire qui a permis au chef de l'État d'échanger avec les producteurs et transformateurs de la chaîne des valeurs agricoles. Il s'en félicite et invite les Sénégalais à changer les habitudes alimentaires pour une souveraineté à court terme. Aboubakry Kane. Assurer la promotion et les échanges commerciaux des organisations de producteurs du Sénégal et de la sous-région, telle est entre autres la vocation de la FIARA. Habitué de ce rendez-vous annuel et passionné de l'agriculture dans son sens large, le président Bassirou Diomaye Faye a pu visiter les stands et échanger avec les acteurs. Chaque année que la FIARA ou le salon est organisé, je suis venu visiter. Et j'ai passé beaucoup plus de temps que je n'en ai passé aujourd'hui, parce que quand j'entre ici, c'est toute une passion que je vois, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de l'élevage ou qu'il s'agisse de la transformation des produits de toute nature. J'en suis toujours ressorti triste parce que je voyais le potentiel qu'il fallait exploiter pour prendre en charge les défis qui s'imposent à nous, en Afrique de façon générale, mais surtout ici au Sénégal. Nous avons des problèmes qu'on n'a pas encore réglés. Une oreille attentive pour surtout recueillir les préoccupations des différents exposants. Une approche de rupture systémique qui privilégie l'écoute pour mieux prendre en compte les aspirations des acteurs de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi de la transformation des produits issus de ces secteurs, ce qui permettra de mettre en œuvre la vision et le projet. Nous avons dit que nous voulons que notre mandat soit marqué par l'accession réelle du Sénégal à la souveraineté. Pas seulement à la souveraineté internationale, mais à la souveraineté alimentaire, à la souveraineté monétaire, à la souveraineté pharmaceutique, à la souveraineté numérique, j'en passe. Donc, des rendez-vous comme ça qui permettent aux acteurs qui ont les solutions à apporter et qui demandent un accompagnement de l'État, c'est un rendez-vous important dans le sens où ça permet aux autorités, notamment les ministres, mais aussi le président de la République que je suis, de voir l'horizon des possibles et ce qui est en train d'être réalisé de façon effective, parce que les gens viennent exposer des résultats de travaux ou de réalisations qui sont déjà faits sur le terrain. L'atteinte des objectifs passe par des mesures idoines pour une bonne campagne agricole et un soutien adéquat au monde paysan. Pour cette année et pour la première fois, l'engrais
a fait l'objet d'un appel d'offres, grâce auquel le prix de l'engrais va baisser cette année comparativement aux 3 dernières années. Mieux, il y aura une plus grande disponibilité de l'engrais. Encore mieux, nous avons pour cette année impliqué les autorités militaires pour que les subventions et l'accompagnement de façon générale pour lequel l'État injecte beaucoup d'argent aille effectivement aux vrais bénéficiaires, à savoir les agriculteurs, les éleveurs. Et nous allons non seulement renforcer ces investissements-là, mais nous allons encore faire davantage dans la gouvernance pour avoir les résultats sans lesquels il n'y a pas de souveraineté. Tant qu'on ne réussira pas à cultiver pour nous-mêmes ce que nous consommons et qu'on dépendra des aléas de la conjoncture internationale ou même des caprices d'autres pays qui décident de ne pas vendre, on aura des problèmes pour nous alimenter correctement. La directive est donc claire, adapter la politique agricole à nos besoins alimentaires, produire ce que nous consommons, mais aussi sensibiliser les Sénégalais à consommer ce que nous produisons. Et pendant ce temps, le Premier ministre Ousmane Sonko présidait ce samedi un conseil interministériel. Il est consacré aux examens et concours CFE, le brevet, le bac ou encore d'autres examens. Chef du gouvernement veut s'assurer de leur bonne organisation. Il a pris 19 mesures allant de la préparation au déroulement avec un accent particulier sur la lancinante question de l'état civil des candidats à Ramdao. Certaines épreuves du CFE ont déjà démarré. Le bac général et le bac technique pointent. Une dizaine d'examens et de concours à tenir entre mai et octobre. Pour la première fois, un conseil interministériel leur consacre une attention exclusive. Nous connaissons bien les défis et ils sont colossaux. Quand on parle de l'éducation, c'est l'infrastructure, c'est le social, c'est les ressources humaines. Il nous faut travailler à être assez performants sur chacune de ces rubriques. 19 mesures seront édictées par le Premier ministre pour améliorer l'organisation des examens et concours à venir. La question de l'état civil y occupe une place centrale. Monsieur le Premier ministre engage les ministres chargés de la justice et des collectivités territoriales, en collaboration étroite avec les maires et leurs associations, à apporter un traitement intransigeant aux abus sur l'état civil, notamment en identifiant et en sanctionnant les auteurs de contrefaçon dans les mairies et leurs complices externes. Parce qu'il est inadmissible que des citoyens de manière générale et particulièrement des enfants soient victimes des négligences, même pas des fautes d'agents qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, ou alors pour des raisons liées au monnayage, se retrouvent à délivrer le même papier à 50 personnes. C'est des questions qui ont des solutions très simples. C'est la fermeté dans l'application de la loi. Et c'est pourquoi nous attachons beaucoup de prix à ce qu'on mette fin définitivement à ce phénomène. C'est que près de 70 000 candidats au CFE, 5 800 au BFM sont confrontés aux problèmes d'état civil. Le Premier ministre prend le taureau par les cornes, de même qu'il souhaite relever le défi des programmes à assainir. Il faut aller vers le pragmatisme au sein de l'éducation. Mais je vais mettre en exergue 2 ou 3 éléments. C'est l'introduction de nos langues nationales. Nous considérons qu'une partie de notre retard s'explique par le fait que nous voulons, à bas âge, imposer à nos enfants de s'alphabétiser dans des langues qu'ils ne possèdent pas, que même leur papa et leur maman souvent ne possèdent pas ou ne possèdent qu'imparfaitement. Et ça n'existe qu'en Afrique. Les études ont démontré qu'on perd entre 8 et 13 ans pour que l'enfant essaie de posséder une autre langue, alors qu'au moment où il va à la maternelle, il parlait déjà sa langue maternelle. L'autre élément important, c'est éventuellement l'amélioration de l'apprentissage de l'anglais, qui est par la force des choses devenue la langue de communication internationale. Dans ces directives,
Le Premier ministre a aussi insisté sur le convoyage et la sécurisation des épreuves, la mobilisation des ressources nécessaires à l'organisation des examens et concours, la prise en charge sanitaire des candidats. Et pour une meilleure prise en charge des différentes préoccupations dans le pays, le Premier ministre a fait part d'une option, le rebasing social, expliqué en marge du Conseil interministériel sur les examens et concours. Il permettra de revoir ou de réaménager certains modèles financiers. Nous écoutons à ce propos le Premier ministre Ousmane Sonko. Souvent, on parle de rebasing budgétaire qui consiste à revoir ou à réaménager les bases sur lesquelles un budget est assis, est construit et établi. Mais ce qui m'importe le plus aujourd'hui, moi, c'est de procéder à un rebasing social. On ne peut pas aller vers les ruptures structurelles souhaitées si on reconduit systématiquement les mêmes modèles. Ce qui est sûr, c'est que le système de rémunération dans la fonction publique, je ne spécifie pas pour les enseignants, ce système a été déstructuré depuis les années 2000, avec une gestion démagogique consistant à une approche sectorielle d'ajouter ou d'augmenter à tel et d'attendre que les autres crient au scandale pour négocier et prendre des engagements. On ne gère pas comme ça une masse budgétaire, une masse salariale. Il y a des équilibres liés à des hiérarchies, liés à des grades, liés à des fonctions qu'il faut respecter. Une fois que vous les désagrégez, vous créez une situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui nous rattrape. Il faut qu'on ait le courage aujourd'hui de revenir à une discussion sincère et sérieuse sur la question pour assainir et stabiliser définitivement cette problématique. Quelqu'un a soulevé la question de la grève au niveau des collectivités locales. Comment pouvez-vous inscrire dans un texte qu'à chaque augmentation accordée aux gens de la fonction publique doit immédiatement profiter aux agents des collectivités locales, alors que l'État ne transfère pas à ses mairies les moyens qui doivent aller avec? Quelle est la mairie au Sénégal qui peut suivre le rythme? Il n'y en a pas. Enfin, le bus rapide transit mis en service au grand bonheur des usagers. Beaucoup de Dakarois ne se livrent plus à la course à la quête d'un moyen de transport. Le BRT, avec son démarrage, ce vaste projet pour un transport de qualité, donne un nouveau souffle à la mobilité et surtout procure un gain de temps énorme aux voyageurs. Mariam Beramba est allée à leur rencontre. Telle une vedette, le BRT ne passe pas inaperçu. Nous sommes à Guédiawaye. Ici, usagers et riverains saluent la mise en service du bus Rapid Transit. À l'image de Hamidou Mbaye, qui compte un gain de temps énorme avec ce moyen de transport. Moi, je viens de Liberté 5 pour arriver à la préfecture de Guédiawaye et ça m'a pris moins de 30 minutes. Et des arrêts de 1 à 2 minutes. Donc, si vous enlevez ça, c'est-à-dire qu'entre 15 et 10 à 15 minutes, vous faites Liberté 5, Guédiawaye. Autre aspect, cette infrastructure a carrément changé le cadre de vie. Moi, je connaissais un peu cette zone-là où nous sommes. Ça change totalement le cadre de vie. Totalement. Et ça, c'est aussi un autre aspect de la durabilité de nos villes. Un pays devrait quitter un point A pour aller en point B. Et là, je pense que nous avons dépassé même le point B avec vraiment les BRT. À la gare Liberté 6, même décor. Ici, le BRT, une aubaine. Surtout pour les élèves. Le BRT, vraiment, je trouve que c'est une excellente idée parce que ça nous arrange, ça nous facilite notre vie scolaire. Par exemple, là, on doit quitter Liberté 6 parce qu'on était en train de faire un cours de renforcement pour rejoindre un autre cours à BM et ça nous facilite. Aussi, sur un autre point, les bus qu'on ne fait pas vraiment confiance ces temps-ci à cause des accidents et tout. Avec le BRT, c'est la sécurité. Toutefois, certains souhaitent qu'on revoie les tarifs. De Guédiawaye à Petersen, c'est 500. On devrait diminuer le prix de Liberté 6 à Petersen aussi, c'est 400 bahts. La distance, elle n'est pas si grande en fait. On devrait diminuer le prix par rapport à Guédiawaye qui fait 500. On devrait au moins amener ça à 300 vu la distance. D'autres appellent les populations
à préserver ce patrimoine national. Je appelle Sénégalais, nous faisons affaire. Vraiment, je suis ému. C'est en Europe, c'est comme en Europe. Et puis bon, nous remercions le président Macky Sall, sincèrement parlé, pour ce beau travail qu'il a fait pour le peuple sénégalais. Et puis nous souhaitons que le président actuel, Sonko Diomaye, qu'il fasse de mieux, vraiment, pour que le Sénégal émerveille. Le bus rapide transit, une révolution des transports de masse pour désengorger la métropole de Dakar. Pour rappel, les statistiques renseignent que les embouteillages occasionnent des pertes énormes estimées à 100 milliards chaque année. L'objectif d'acheminer 300 000 voyageurs par jour semble être atteint. Après 3 jours de mise en service, les stations du BRT refusent du monde au départ comme à l'arrivée. Les usagers qui saluent l'initiative souhaitent la réduction des tarifs fixés. Ils invitent par ailleurs les populations à respecter les différentes mesures pour le bien de tous. Fantabadji. Heure de pointe à la gare de Petersen. Au départ comme à l'arrivée, l'affluence est au rendez-vous. Présentement, nous sommes hautement satisfaits. Nous avons atteint notre objectif. Nous avons vu que la population a répondu favorablement à notre appel. Donc déjà, nous, notre but, c'est d'aider les populations à se déplacer parce que nous savons tous que Dakar est une ville vraiment compliquée en termes d'embouteillage et tout. Donc, raison pour laquelle nous avons vu que la population a répondu favorablement à notre appel. Situation oblige, Dakar Mobilité, chargée de gérer le flux de passagers, annonce de nouvelles mesures pour offrir un meilleur service aux usagers. On espère que ça va aller de l'avant. Ça va nous permettre nous-mêmes de corriger certains paramètres. Parce que déjà, toutes nos procédures ont été élaborées par des experts en fonction de leur expérience. Mais comme on dit, chaque environnement avec ses particularités. Donc, raison pour laquelle, forcément, toutes les procédures qu'on a eu à rédiger vont forcément être améliorées. Voilà, en fonction de la situation qu'on vit, en fonction du trafic, en fonction de notre population. Forcément, ces procédures sont amenées à être améliorées. On ajoute les gares, parce que pour l'instant, on est à 14. Ça serait mieux qu'on ajoute jusqu'à pour les 23 gares, en fait. Après sa mise en service, certains demandent la réduction du coût du transport, notamment dans la banlieue. Hier, j'ai pris la première fois pour aller de LPA à la préfecture. Mais je trouve que c'est assez cher quand même. Surtout pour nous, les démunis, entre guillemets, là. C'est 500 francs qu'ils m'ont facturé. Une zone, 400 francs. En tout cas, les parcelles, c'est cher. Parce qu'on a l'embarras du choix entre les Tata, les Ndiagandiaï et surtout les Clando. Les Clando, même si tu es très coopératif, tu peux payer 100 francs à 150 francs. 400 francs, c'est presque le triple. La manière de prendre les billets, il y a un tohu-bohu quand même, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. À l'intérieur, vraiment, c'est bon. C'est bon, c'est un microclimat. À part que aussi, il ne faut pas qu'il surcharge trop, parce que ça crée une insécurité intérieure. Je pense que nous sommes dans le juste milieu. Quand on allie un bus déjà qui a la climatisation, le confort et tout, nous avons jugé, juste que le prix est adéquat, en tout cas pour le moment. Je pense que c'est à la portée d'une partie, pour ne pas dire de tout le monde, en tout cas. Mais les gens ont répondu favorablement. Vous n'avez pas vu l'affluence, donc là, je me dis que c'est bon pour le moment. Le bus rapide transit fait l'unanimité sur son opportunité. Cependant, il faudra une certaine rigueur pour son exploitation efficiente. Malheureusement, certains citoyens manquent de civisme. Parfois, des conducteurs de scooters se disputent la route avec le BRT. Il faut vraiment prendre des mesures fortes, voire même des sanctions pour freiner ces dérives. C'est vraiment déplorable. Alors que c'est un patrimoine à préserver. Et pourtant, bien avant sa mise en service, beaucoup de tests ont été effectués. Des communications et des sensibilisations à grande échelle menées pour informer les usagers sur le projet du bus rapide transit.
Et pour parler du démarrage commercial du bus Rapid Transit, avec moi sur ce plateau, Thierno Birahim Ao, directeur général du CETUD, conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Bonsoir Monsieur Ao, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Mariam. Alors, depuis 72 heures, c'est le feu vert pour le bus Rapid Transit. Quelle première appréciation faites-vous de ce début d'exploitation? Une belle victoire pour le Sénégal. Nous avons démarré l'exploitation avec le lancement présidé par M. le ministre des Transports terrestres, M. Malik Ndiaye. Une belle victoire parce que le Sénégal est en train d'exploiter le premier BRT au monde 100% électrique. C'est ce que nous avons offert au Sénégal. Et ce BRT a été primé meilleur projet 2024 dans le cadre des innovations que nous avons implémentées pour la structuration institutionnelle et financière de la partie PPP. Les sourires des Sénégalais, le temps de parcours qui a été réduit de moitié entre Guédiawaye et Dakar, qui se transforme en temps pour la famille, pour l'éducation, pour la productivité, est extrêmement important pour les Dakarois quand on sait que 900 milliards sont perdus annuellement du fait des externalités négatives liées au transport routier. Donc ce changement de paradigme que nous opérons avec l'introduction de transport de masse et le dernier venu, le BRT, est extrêmement important pour les Sénégalais et nous avons eu tout le plaisir à être au service des Sénégalais pendant ces années pour en arriver là et vous livrer le service de qualité que vous avez depuis mercredi. Alors, est-ce que le comportement des bus est pareil qu'en phase test ou avez-vous noté des changements? Alors, c'est l'occasion de revenir sur les tests qui ont été extrêmement lourds et rigoureux. On a fait 4 mois de tests. J'ai entendu les Sénégalais dire qu'ils sont impatients. Ils sont en train de gaspiller beaucoup de carburant, même si ces bus sont 100% électriques. Mais tout ça est rigoureusement, en fait, géré, dimensionné dans un contrat modèle de PPP. Nous avons fait quasiment 2,7 millions de kilomètres avec un accident de niveau moyen. Et tout ça, c'était aussi pour faire s'habituer aux Sénégalais de la nouvelle infrastructure et des services BRT qui seront à des fréquences très élevées pour que chacun puisse adopter le comportement approprié par rapport à ce niveau de service. Donc, c'est des tests réussis, forcément une exploitation qui démarre bien. Il n'y a pas beaucoup d'incidents. J'ai reçu encore le rapport d'hier. Nous sommes à 45 000 voyageurs pour quelques 45 bus qui sont déployés sur un total du parc de 121. Vous savez aussi que nous exploitons seulement 14 stations. Donc c'est très prometteur et les Sénégalais apprécient le service. Et à quand l'ouverture des autres stations? Mais écoutez, on y travaille d'arrache-pied avec Ageroute, toutes les entreprises mobilisées. Nous attendons l'accompagnement de l'État aussi pour les quelques équipements à acquérir pour rendre conforme le reste des stations. Il en reste 8 en réalité, parce qu'il y a une station prête et qui n'est pas exploitée. Nous pensons raisonnablement que dans le 3e trimestre de cette année, au plus tard en septembre, on pourra déployer l'intégralité du service, offrir des fréquences de service de 2 minutes et moins. Actuellement, nous sommes à 6 minutes d'intervalle de service et c'est déjà bien apprécié parce que le bus offre le confort, la régularité et la sécurité attendue par les Sénégalais. Donc rendez-vous dans quelques mois et nous travaillons de jour et de nuit pour vous livrer l'intégralité du service. Vous parliez tantôt du nombre de bus déployés et de passagers. Et qu'en est-il des employés? Mais des employés heureux, c'est pour ça qu'il faut faire des projets structurants de cette nature-là. Le projet génère 1000 emplois directs. Aujourd'hui, le privé qui a porté l'investissement du BRT a recruté les 700 Sénégalais qui s'activent au quotidien pour vous rendre ce service de qualité. Donc bien sûr, des employés, des femmes et des jeunes très bien formés. Nous avons voulu mettre au cœur de ce projet l'équité, à l'accès dans l'emploi avec un critère exigeant de 35% d'emplois féminins. L'opérateur est déjà à 40%. Il faut que ces 40% se traduisent aussi en termes de conductrices. Là, il y a des efforts à faire, mais c'est lié
au permis D, dont les femmes ne sont pas forcément très habituées. Mais nous faisons des efforts en formant pour avoir cette filière-là dédiée de femmes. Donc des jeunes et des femmes très heureux d'une entreprise moderne qui va viser la qualité dans les standards internationaux. Aujourd'hui, il y a 700 Sénégalais qui s'activent et qui travaillent au niveau de Dakar Mobilité. Il reste 300 recrutements à faire d'ici la rentrée en service intégrale du BRT tel que convenu dans la convention de concession. Il faut rappeler là que nous avons fait un appel d'offres international et c'est le secteur privé qui amène 30% de l'investissement total pour l'acquisition, l'exploitation et la maintenance du matériel roulant. Et nous avons un contenu local très fort. Ça fait partie des innovations dans ce projet. FONSIS porte les participations de l'AFTU et de Dakar Demdik dans le BRT et on travaille déjà sur un autre projet plus large de rabattement qui sera confié normalement aux opérateurs locaux pour rehausser le service de transport à Dakar en qualité comme en quantité. Alors, on l'a vu, à l'unanimité, presque tout le monde apprécie, salue cette initiative. Toutefois, on l'a même regardé à travers les reportages qui sont passés. Certains usagers déplorent les prix un peu excessifs. Est-il envisageable de voir parler de réduction des tarifs peut-être? C'est relatif à le prix. Il faut juste comparer le service que nous avions entre Dakar et Guédiawaye. D'autres diront le confort et la sécurité ont un prix. Ça a un prix et je pense que ce prix a été très raisonnable. En comparant ce que nous avions comme temps de parcours entre Guédiawaye et Dakar, la congestion, la pollution, les désagréments globalement liés au transport, plus des temps de parcours simplement, entre 1h30 et 2h. Quand vous gagnez 2h30 la journée parce que nous faisons 45 minutes entre Guédiawaye et Dakar, c'est du temps aussi qu'il faut savoir valoriser monétairement parce que c'est du temps que nous pouvons consacrer à l'éducation, à faire d'autres activités ou simplement à respirer pour notre santé. Donc tout est relatif. On est à 500 francs entre Guédiawaye et Petersen, 400 francs quand nous prenons 2 zones. Je rappelle que sur ce même trajet, il y a des modes clandestins, voire illégaux, qui font ce même trajet à 1000 francs, 2000 francs. Je pense que pour rassurer les Sénégalais, il faut leur dire 2 choses. Les études avaient montré que les Dakarois étaient prêts pour le temps gagné, le confort, les bus climatisés, surtout la régularité qu'on leur offre, de payer jusqu'à 600 francs. Nous sommes à 400 et 500 francs en toute zone. Mais mieux encore, pour les rassurer, l'abonnement tournerait autour de 22 000 francs CFA. Le mois. Le mois pour utiliser le BRT sans limite, tous les jours et sans limitation, donc sur les trajets. Ça, c'est le bon indicateur. Donc là, nous démarrons. Les formules d'abonnement seront connues, mais quand vous avez à 22 000 francs l'abonnement mensuel pour accéder au service le long de la journée et tous les jours du mois, je pense que ça va vraiment impacter à la fois l'économie, mais chacun individuellement va s'y retrouver dans son budget temps, mais dans son budget ménage par rapport aux services de qualité. Et ça a un coût et nous devons aussi veiller à ce que le contrat soit équilibré puisque l'investissement est privé. Maintenant, en plus de cela, on n'a pas suffisamment insisté sur les tarifs sociaux. Certains Sénégalais dakarois éligibles à travers le RNU, le registre national unique géré par la délégation de la protection civile, suivant un certain nombre de critères définis, auront accès aux tarifs sociaux. Et donc pour ces catégories-là, elles auront accès aux services BRT avec une réduction de 50%. Ça veut dire, au lieu de payer 400 ou 500, ce sera 200 et 250. Et là, franchement, on ne peut pas battre le BRT. Et pour 22 000 francs, ce sera 11 000 francs quasiment tout le mois, sans limitation sur les services publics de BRT. Et quand est-ce qu'on pourra s'abonner pour le mois ? L'opérateur est en train de déployer sa communication. Sur RTRS, d'ailleurs, ça passe tous les jours. Donc, il aura l'occasion dans quelques jours d'être très précis avec ses clients et de revenir sur les aspects commerciaux. Alors, on voit les usagers faire la queue. Ils sont accompagnés par les forces de l'ordre. Ça sera comme ça tout le temps ?
Je ne voudrais pas. Ça m'offre l'occasion de dire qu'il faut que chaque Sénégalais soit garant de sa propre sécurité. Là où nous voulons aller sur notre trajectoire de développement, et nous sommes pionniers parmi les pays africains avec l'introduction des transports de masse dans les standards internationaux, ça appelle à ce qu'on adopte des comportements, de nouveaux comportements, des comportements vertueux qui sont adaptés à ces nouveaux services de transport. Donc ce qu'il faudrait, c'est que chaque Sénégalais fasse sa propre réforme, fasse une nouvelle version de soi-même. C'est ce que je préfère, mais ensuite, nous allons continuer à faire de l'information, de l'éducation, de la communication. Il n'y en aura jamais assez. Et ce dispositif-là sera renforcé. Vous le savez déjà, il y a un commissaire spécifiquement dédié au BRT qui a été nommé, qui est sur le terrain. Il y a 130 jeunes aussi qui seront là pour accompagner les usagers, aider à réguler les carrefours. Mais le plus important, c'est que chacun se fasse le serment d'avoir de bons comportements simplement parce que nous avons un destin commun et la contribution de chacun permet d'avoir les objectifs de développement que nous souhaitons atteindre. Après le BRT, avez-vous d'autres projets? Beaucoup de projets. Lesquels? Beaucoup de projets parce que l'objectif, c'est de tenir compte du développement fulgurant de Dakar. D'abord, un tout petit peu d'histoire. Nous étions 400 000 habitants en 1970. Actuellement, près de 4 millions. Cette population va doubler. Dans le même temps, la motorisation des ménages va doubler et des chiffres effarants, mais même qui font peur. Aujourd'hui, nous avons 30 véhicules pour 1000 personnes. Dans les standards des pays développés, c'est 500 véhicules pour 1000 et le réseau est déjà saturé du fait même de la configuration de Dakar et de la capacité très réduite du réseau routier. Donc nous n'avons pas d'option. Il faut nécessairement changer de paradigme et c'est ce que porte le CETUD avec une trajectoire de développement qui met en priorité la mobilité collective et active. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons établi un plan de mobilité urbaine durable qui va aller jusqu'à 2035-2040, qui porte l'ambition de Dakar avec des transports de masse, beaucoup plus de place pour les piétons, pour le vélo, la mobilité douce. Et nous donnons corps à cette ambition dès la fin du mois de mai avec un atelier qui sera lancé par le ministre chargé des transports terrestres sur un projet de restructuration globale du réseau de transport en commun à Dakar. Nous allons, avec ce projet prévu pour décembre 2026 en livraison avec les JOJ, donner encore 400 bus propres à gaz, travailler comme nous l'avons fait sur le BRT, sur l'assainissement, l'aménagement paysager, l'éclairage public. La deuxième phase permettra de porter ce projet à 1000 bus et ça demande juste à ce que on comprenne que Dakar est une ville qui va se développer avec les transports capacitaires et propres et pas par les véhicules parce que nous n'avons que 30 véhicules pour 1000 personnes et la ville est déjà saturée avec les véhicules. Très bien, merci beaucoup Thierno Birahim Aw. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CETUD, Conseil exécutif des transports urbains de Dakar et vous étiez notre invité pour parler du démarrage de l'exploitation commerciale du bus rapide transit. Direction à présent Popenguine qui accueille la 136e édition du pèlerinage marial. Nous sommes en direct avec René Léon Fonseca. Bonsoir René, dites-nous quelle ambiance sur place à Popenguine. Bonsoir Mariama, bienvenue à Popenguine, la cité mariale qui s'est parée de ses plus beaux atouts, ses plus beaux atouts à l'image de ce sanctuaire, ce magnifique sanctuaire qui va accueillir ce lundi excusez-moi Mariama, ce magnifique sanctuaire, je disais tout à l'heure, qui va accueillir la messe, la traditionnelle messe de lundi de
Pentecôte. Et justement, sachez juste que les pèlerins commencent à converger en masse vers la cité mariale. Ils viennent de partout, hein, ils affluent de partout, de toutes les régions du Sénégal, mais aussi de la sous-région, dans un esprit de dévotion, mais également de ferveur et de communion. Et tout simplement, Mariama, sachez que nous allons revenir sur l'un des temps forts de cette journée. L'entretien avec l'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, justement, qui va célébrer la grande messe de ce lundi ici dans ce magnifique sanctuaire. Monseigneur André Gueye qui est revenu justement, entre autres sujets, sur le sens du pèlerinage et l'importance du thème de cette 136e pèlerinage marial de Popenguine. Je vous propose de le suivre. Aller en pèlerinage, c'est sortir de soi-même pour aller à la quête du spirituel, pour répondre à cet appel profond que chaque homme ressent au-dedans de lui-même et pour refaire, pour approfondir sa relation avec le divin, avec Dieu. Pour nous, aller à Popenguine, c'est se mettre en marche pour retrouver la source, le sens de notre existence. Et c'est pourquoi nous acceptons de mettre tout comme entre parenthèses pour dédier ces moments profonds à la communion avec Dieu par l'intermédiaire, par la prière de la Vierge Marie. Et c'est pourquoi pour nous, le pèlerinage est un événement de foi, une démarche sublime de foi. Depuis le mois de janvier, le thème est déjà arrêté. Pourquoi nous l'avons choisi? C'est pour traduire la préoccupation des évêques, le patriotisme même des évêques pour notre pays. Et ce thème vient pour nous rappeler cela. Voilà donc le message qui sera lancé, puisque c'est moi-même qui vais célébrer la messe. Je vais appeler tout le monde, d'abord les chrétiens, et tout le monde, tous les compatriotes, tous les citoyens, à nous mettre effectivement en route, coude à coude, et comme le dit l'hymne national, épaule contre épaule, ensemble, en ayant le bien du pays pour seule et unique motivation. En changeant, bien sûr, cela implique que tous, nous changions nos manières de faire, de voir et de vivre pour que rien ne fasse obstacle à la justice et à la paix. C'est un défi, mais que nous voulons ensemble essayer de relever. Et pendant ce temps, Mariama, les membres du comité d'organisation finalisent les préparatifs pour une célébration réussie du pèlerinage. Dans les sanctuaires, tout est en place pour le bon déroulement des prières. Je vous propose de suivre ce reportage signé Damsila. Tout est fait prêt pour la célébration de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Dans le nouveau et l'ancien sanctuaire, tous les dispositifs sont mis en place pour un bon accueil des pèlerins. On a deux sites, hein, l'ancien sanctuaire, quoique ancien, mais toutes les activités du dimanche se passeront à l'ancien sanctuaire et à la grotte. Dans le nouveau sanctuaire, c'est seulement la messe du lundi, la messe solennelle, c'est pourquoi les pèlerins viennent justement en pèlerinage à Popenguine. C'est ici que ça va se passer, au nouveau sanctuaire. Cette année, des innovations sont opérées au niveau du nouveau sanctuaire. En plus des 25 000 places disponibles, des tentes et bâches sont aussi installées aux abords dans le but de mettre les pèlerins dans d'excellentes conditions pour la messe du lundi. Les travaux sont presque finis. Il y avait des tentes à rajouter parce qu'on ne sait pas combien de personnes on va recevoir. L'espace que nous occupons fait presque 25 000 pèlerins. Mais comme d'habitude, il faut prévenir aussi pour que les pèlerins puissent être à l'aise, ne serait-ce que ceux qui ne trouvent pas leur place au niveau du sanctuaire, qu'on puisse dresser des tentes pour que chacun puisse être à l'ombre. Hein. Ce travail-là est satisfaisant, et comme on ne peut pas prévoir le nombre qui va venir, donc voilà, il y aura certainement d'autres personnes qui seront debout et qui seront sous le soleil. Cette année, le pèlerinage sera célébré autour du thème « Avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix », un thème qui sera largement débattu dans les différentes rencontres ecclésiales.
Le thème dit « Avec Marie, marchons ensemble ». Elle qui a vécu d'énormes choses, des choses terribles, elle était dans le silence, vivant tout intérieurement. Et elle n'a maudit personne, elle n'a insulté personne, mais intériorisé tout ce qu'elle vivait et elle priait. Et c'est ce que nous voulons quand même vivre avec notre mère, qu'elle nous apprenne à marcher ensemble. Et dans marcher ensemble, il y a vivre ensemble. Et comme on est non seulement de confessions différentes, mais d'ethnies différentes. Donc chacun son rythme. Et on va prendre le rythme de qui pour marcher ensemble? C'est là où nos évêques, il me semble, se sont inspirés pour dire, mais marchons avec celle qui a su garder tout en silence. Donc c'est elle qui nous apprend à marcher ensemble et à vivre ensemble. La 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine a démarré et se poursuit jusqu'au lundi prochain. 72 heures de prière, de recueillement et de communion des fidèles catholiques à la gloire de la Sainte Marie. Et pour parler justement de l'organisation et des mesures prises, nous recevons sur ce plateau Abbé Sébastien Mamoudou Diouf, c'est le président du comité d'organisation du pèlerinage, mais également le directeur de la centrale des œuvres de Dakar. Bonsoir Abbé. Bonsoir, monsieur Fonseca. Dites-nous, Abbé, quelles sont les principales innovations que vous avez introduites cette année pour la 136e édition du pèlerinage marial? Alors, la première innovation, c'est d'abord le changement des cœurs, parce que la Pentecôte, c'est la réception de l'Esprit Saint. Alors, je considère que le pèlerin qui vient ici à Popenguine ne vient pas les mains vides, il vient avec des préoccupations, avec des joies, avec des peines, avec des aspirations, et je pense que cela doit renouveler sa vie. Et c'est pourquoi nous disons qu'à Dieu d'envoyer son Esprit Saint pour renouveler la face de la terre. Au-delà de tout cela, il y a beaucoup de dispositions qui sont prises cette année pour permettre aux pèlerins de vivre cette édition vraiment avec un cœur joyeux et surtout de mieux circuler dans le périmètre du sanctuaire. Les dispositions ne sont pas nouvelles, à part des parkings qu'on a supprimés, des parkings qu'on a mis en bas du sanctuaire pour permettre à tous ceux qui vont venir de pouvoir se garer et de faire leur dévotion mariale comme il se faut. Alors les célébrations sont presque les mêmes à l'attente de la rencontre, les chapelets, la messe des marcheurs, la messe de la Pentecôte, et cela contribue à raffermir la foi des fidèles. Alors tout cela est une source de motivation et d'action de grâce à Dieu qui nous a convoqués ici auprès de la Vierge Marie. Inviter aussi les fidèles qui vont venir à prendre le badge, à acheter le badge pour que nous puissions vraiment contribuer à mieux réaliser ce projet que l'État a mis à notre disposition. Mais Abbé, est-ce qu'on peut dire que ces nouvelles dispositions, ces nouvelles mesures, ces innovations vont considérablement améliorer l'expérience du pèlerin? Chaque année, nous faisons des efforts pour améliorer justement le pèlerinage. Nous avons un comité d'organisation qui est à pied d'œuvre depuis plusieurs mois pour préparer vraiment cette Pentecôte. Alors, la messe du lundi sera célébrée ici. Beaucoup se plaignent du manque de macarons. Popenguine est un peu étroit et nous n'avons pas assez de parking pour que les gens se garent juste à côté de la Vierge Marie. Mais un petit bout de chemin, un petit effort permettra aussi d'associer ces souffrances aux souffrances du Christ et d'obtenir beaucoup de grâce. Et qu'en est-il de la quête cette année? Comment ça va se passer? Quelle est l'innovation majeure? Alors, pour la quête, elle demeure ordinaire. La quête ordinaire, il y aura des paniers ordinaires, mais il y a des gens qui viennent à Popenguine sans beaucoup d'argent liquide. Alors, pour leur permettre aussi de contribuer un peu avec la quête comme offrande, nous avons un opérateur de transfert d'argent qui nous permettra justement de pouvoir faire la quête électroniquement. Merci beaucoup. Merci Abbé Sébastien Mamoudou Diouf. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation du pèlerinage marial de Popenguine et également directeur de la centrale des œuvres de Dakar. Merci pour l'invitation. La générosité est une tradition à Popenguine à l'occasion du pèlerinage marial. Les familles locales, comme celle des Seines, offrent, vous allez le voir, repas et hospitalité aux pèlerins venus de loin. Un acte de bienveillance qui incarne les valeurs de l'Église catholique et renforce le sens de la communauté. C'est un reportage signé Youssouf Kaba.
Elle a établi sa cuisine au domicile familial. Marie-Louise se donne à cœur joie à cette démarche de foi mariale, de générosité sans limite. Depuis 2000, j'accueille les pèlerins ici. Je n'attends rien d'eux. Je prépare, je leur donne à manger. Et puis, ce que j'attends d'eux, c'est seulement des prières. Des prières que j'attends sur les gens que je donne à manger ici. Ce sont des actions que je fais au nom de Jésus et de la Vierge Marie. Comme on a dit que pèlerinage national, marial de Popenguine. Bon, on doit accueillir les gens avec bon cœur, sans attendre quoi que ce soit d'eux, seulement la prière. Ici, le pèlerin reçoit l'action de grâce avec le sourire, mais avec un grand cœur. Une tradition familiale perpétuée par la descendance. Ça me touche le cœur en les accueillant, en leur donnant à manger. Même des fois, je suis très contente en les voyant venir vers moi. Marie-Louise, donne-moi ceci, je leur donne ça. Par la grâce de Dieu, je les accueille avec des sourires, mais pas le visage fermé. Le pèlerinage marial de Popenguine, en moment de ferveur et de communion, se présente également comme un rendez-vous rare de profession de foi et de charité sur la voie tracée par Notre-Dame de la Délivrante. On le fait pour ma maman. Il y a des gens qui viennent de loin, qui n'ont rien amené pour manger. Ils viennent ici, ou elles viennent ici. On leur donne à manger, on leur sert à manger. Il y en a même qui se couchent ici. La générosité est une recommandation, un sacerdoce cher à l'Église catholique. Et qui parle de charité, parle bel et bien du cœur de notre vie de foi. Car le christianisme ne peut pas être défini sans la charité. C'est la charnière de notre foi. Et cela se fait de plusieurs manières. Le fait de vivre la charité avec l'autre, l'accueil, la fraternité, la compréhension, l'entraide mutuelle. Voilà. Tout ça contribue à faire rayonner notre foi. Ici à Popenguine, le partage est sacré. Il intervient à travers toutes les familles. Il participe à la générosité et à la célébration de ce pèlerinage marial. Et pour le programme de ce soir, Mariama, notez que vous aurez la veille de prière des scouts et guides à partir de 22h à l'ancien sanctuaire. Pour demain dimanche, la messe de Pentecôte est prévue à 10h à l'ancien sanctuaire également, suivie de la messe du comité d'organisation à 13h. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les temps forts de cette journée ici à Popenguine. Mariama Dramé. Merci beaucoup René-Léon Fonseca et à toutes nos équipes déployées à Popenguine. La RTS, vous le savez, a déployé d'importants moyens techniques et humains pour vous faire vivre cet événement religieux. L'actualité, c'est aussi la journée de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Célébrée, c'est en marge de la 20e édition de la FIARA, la Foire internationale des ressources animales, qui se tient du 4 au 26 mai au 6-16. C'est un rendez-vous d'affaires. C'est aussi une vitrine pour les productions agricoles, animales et halieutiques. Lamine Fall et Mama Moussagnan. Entre la Chambre de commerce et la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, FIARA, le lien est ancien. La collaboration remonte en 1999, date à laquelle s'est tenue la première édition de la FIARA. Plus de 24 ans après, l'institution consulaire de Dakar honorait dans ce haut lieu de parc d'exposition. Vous savez, la Chambre de commerce, c'est une chambre nationale où il y a l'industrie, l'agriculture et le commerce. Donc ces entités regroupées, ça peut être que bénéfique pour nous. Les uns produisent, les autres façonnent, les autres aussi commercialisent. Pour ce rendez-vous commercial international, les autorités de la Chambre ont porté leur choix sur la République de la Pologne comme invité d'honneur de cette journée consulaire. Un choix loin d'être fortuit, vu son potentiel agricole. La Pologne est aussi un grand producteur agricole, comme l'est le Sénégal. C'est pour ça, justement, ma visite à cet événement, à cette foire aujourd'hui, a pour but, justement, de prendre contact, de prendre un peu le pouls aussi de la réalité de l'agriculture sénégalaise, afin de pouvoir trouver de nouvelles opportunités dans tous les domaines. Et si vous voyez ça, c'est que nous travaillons aussi dans cette diplomatie économique. Ça, depuis un certain temps, on travaille avec les chancelleries pour essayer quand même de créer des conditions de travail entre les opérateurs économiques d'ici et d'ailleurs.
Sur place, la délégation a effectué une visite de stand qui a permis de constater le dynamisme des artisans et des entrepreneurs sénégalais. On fait dans la production halieutique et également dans la production forestière. Ce qui fait que nous, pour tous ces différents domaines d'activité, nous mettons en place des technologies qui permettent d'améliorer la production au niveau des paysans ou en tout cas de nos autres cibles. Différentes entreprises locales comme étrangères rivalisent de savoir-faire et d'expertise. Les participants présentent une gamme complète de produits, une diversité de stands et d'expositions, témoins de l'attractivité de la Fiera. Ce qui reste maintenant à faire, c'est de les écouter en tant que chef d'entreprise. Parce que leur problème se situe au niveau de l'autorisation FRA, les codes barres et la présentation. Une présentation scientifique sur la thématique du commerce transfrontalier comme levier de développement économique s'est faite en marge de cette journée. La journée de la Chambre de commerce, un temps fort dans la Fiera, reste maintenant aux producteurs et transformateurs d'interagir, de discuter et de se réseauter pour en tirer meilleur profit. Direction le Maroc pour le FICAC 2024. Les projections de films se poursuivent au festival de Khouribga. Longs métrages et courts métrages se succèdent. Des thèmes d'actualité aussi différents que variés sont abordés et les réalisateurs, vous allez le voir, rivalisent de créativité dans leur production au grand bonheur du public. Envoyés spéciaux, Massir Faye et Ndeye Koumbandiaï. Les projections se poursuivent, le public toujours présent. À la sortie de la salle, les réactions s'enchaînent. Les spectateurs partagent leurs émotions. Elle a presque passé tout le film en train de parler juste au téléphone aux autres personnages. Je pense que c'était pas du tout facile. Un travail difficile à faire, un travail d'acteur, de psychologie, de personnalité, de présence surtout. On voit des expressions de visage, de grimaces. On sent la peur, on sent la tristesse, on sent aussi parfois la dépression. L'actrice, elle a fait un très grand effort, un très grand travail. Je félicite aussi le réalisateur pour ce choix. C'était vraiment difficile parce qu'il fallait les moments où on devait prendre des pauses pour que je puisse me récupérer et tout ça. Les émotions étaient trop et donc c'était pas du tout facile, mais on a poussé jusqu'au bout. Les réalisateurs assistent à la projection de leurs films. À travers leur production, ils envoient un signal fort. Lutte contre la corruption, la stigmatisation ainsi que d'autres fléaux qui gangrènent le monde actuel. Mon film parle d'une jeune albinos rejetée par sa famille et qui se demande qui elle est, qui se questionne sur son identité. Plus qu'un message, c'est un film qu'on a fait surtout pour questionner le spectateur, pour questionner les gens sur les questions des identités, des représentations et surtout aussi pour montrer que quelle que soit la différence, toute discrimination est quelque chose qui est ignoble. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu transmettre. We are actually living in a world right now which is diminishing because of corruption, and I think nobody is courageous enough to talk about it. Nous vivons dans un monde gangréné par la corruption. Il faut être très courageux pour en parler à travers un film. Nous pointons du doigt ce qui ne va pas dans notre société. C'est le moment de dénoncer pour le bien de l'Afrique. Il faut aussi noter que les femmes ont un rôle important à jouer dans la société. Il faut les laisser jouer leur partition. Should in a way contribute in the mentality that there is no need to undermine women in the society. It was really challenging doing this project. À travers les contenus, le spectateur en apprend davantage sur la tradition de chaque peuple. Le cinéma africain est célébré en cette 24e édition du Festival de Khouribga. En plus des projections, il y a aussi des colloques et des débats sur les thèmes traités. Tout pour rehausser la beauté des richesses culturelles que renferme l'Afrique. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure.
Welcome Call et Sénégalop organisent les journées de la renaissance et de l'intégration africaine les 17, 18 et 19 mai au parc forestier de Mbao et à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès. Naru Goriango, course bi dina dajale les meilleurs chevaux d'Afrique.